Bonsoir les Itata et bienvenue dans Faut causer. Encore une fois ce soir, nous vous recevons avec plaisir. Ce soir, nous vous invitons donc à faire avec nous ce petit voyage dont nous allons explorer les épreuves de la vie. Nous le savons, ici en Martinique comme ailleurs, il y a des chocs de vie, maladies, violences, séparation, deuil que nous avons à gérer. Et comme partout ailleurs, il faut faire face. Ici en Martinique, nous avons pourtant ce courage silencieux, cette force, cette résilience qu'est la famille, l'entourage, et on arrive malgré bon gré à avancer. C'est avec nos deux invités que nous tenterons de comprendre comment ils ont fait face et comment ils ont réussi à sortir, s'ils cherchent encore les solutions et s'ils ont trouvé cette solution. Avec nous, nous avons aussi une thérapeute que je vous présenterai dans un instant, mais nous allons démarrer tout de suite avec Monsieur Daniel Surbon. Bonsoir, Monsieur Surbon. Bonsoir, bonsoir Clara, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent. Donc un grand bonsoir à tout le monde, je suis très content d'être là. Merci en tout cas d'avoir accepté. Je suis content de te revoir également. Oui, c'est avec un grand plaisir. Oui. Alors je vais te présenter Monsieur Surbon, donc je peux dire Daniel. Daniel, ça me suffit largement. Oui, parce que Monsieur Surbon est un homme public que beaucoup de personnes doivent connaître également. Donc pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, Monsieur Surbon, donc tu es un homme de foi engagé à 100% dans l'œuvre de Dieu, et tu es aussi un homme qui a traversé énormément de déserts, bien des déserts. Alors est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer de quel désert Alors il s'agit? ça a commencé tout petit, donc j'étais le seul garçon de ma famille, et chaque personne me disait tu es le seul garçon, tu dois être gâté. C'était exactement le contraire. Je prenais une raclée tous les soirs. Et je me rappelle petit, 9 ans et demi, j'avais écrit sur un bout de papier, je ne pardonnerai jamais à mon père tout ce qu'il m'a fait comme atrocité. Et tous les soirs, je dormais sous cette petite feuille que j'avais mise sous mon oreiller pour ne pas oublier de le haïr à mort. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à 20 ans. Et c'est à 20 ans que j'ai pu déchirer ce petit bout de papier. Donc ça a commencé tout petit et puis il y a eu bien de choses après, mais je pense qu'on en parlera. On en parlera dans un instant. Merci en tout cas de partager toutes ces épreuves de vie avec nous et surtout de donner à nos Itata, à nos téléspectateurs, les moyens qui t'ont permis de sortir de ces épreuves. Pour ça. Absolument. Et merci encore. Alors je me tourne tout de suite, chers Itata, vers notre deuxième invitée qui est floutée ce soir parce qu'elle, par respect pour son anonymat, évidemment nous l'avons floutée, donc la voix sera un peu différente. Il s'agit ici de Sophie. Donc Sophie, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes là parce que vous avez connu une épreuve de vie particulière. En introduction, je parlais de séparation. C'est votre cas, de séparation difficile. Donc, c'est ça. Alors, vous m'avez partagé quelques phrases que je partage avec les téléspectateurs. Vous avez vécu quand même 5 ans de vie de couple dans une relation. Vous l'avez décrite, cette relation, comme étant un sens unique. Tout à fait. Voilà, vous dites, mon monde s'est effondré, j'ai dû réapprendre à m'aimer, accepter de faire des choses pour moi, et j'ai pris de grandes décisions. Quelles sont ces grandes décisions? Écoutez, moi je suis de l'Hexagone à la base, et je suis arrivée en Martinique suite à cette séparation. J'ai pris des grandes décisions de déménagement. J'ai déménagé avec ma petite sœur, nous sommes partis tous les deux main dans la main et on a changé de vie. D'accord, très bien. Vous nous détaillerez un petit peu tout ça, ce qui vous a amené à prendre cette fameuse grande décision. Et je me tourne vers notre troisième invitée, qui est Aline Populo. Alors Aline, vous êtes psychopraticienne, spécialiste des émotions et des relations et du comportement. C'est ça, on dit aussi thérapeute de manière triviale. Voilà. Alors vous avez aussi créé Bicom, qui est un cabinet de conseil en stratégie de vie. Voilà. Alors pourquoi la création de Bicom et pourquoi cette nécessité, selon vous, d'apporter votre expertise en Martinique? Alors, parce que j'ai une vie bien remplie et oui, voilà, et dans son chemin de vie, j'ai dû faire des choix qui m'ont forgée et qui ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et je suis coach en PNL certifiée depuis 2006 et je m'étais fait accompagner à la base pour trouver des solutions à mes problèmes. Ce n'était pas pour aider les autres nécessairement. Mon but, c'était de m'aider moi. C'est ça. Et quand je suis rentrée en Martinique, après des années où j'ai vécu et travaillé à l'étranger, je me suis rendu compte que mon pays, ma Martinique, était atteinte profondément. Et même si j'avais du travail dans des organisations bien carrées, bien cadrées, c'est-à-dire que la demande aussi par rapport à ce que je faisais est devenue tellement forte que j'ai pris la décision de créer Bicom et de ne pas faire du coaching à proprement parler. Non, je me suis formée
Je suis certifiée en Zen Shiatsu, en massage Thai. J'ai étudié la psychologie sociale, la médecine chinoise, le comportement, les psychopathologies qui sont spécifiques au type de comportement. J'ai étudié en fait tout ce qui m'intéressait. Et j'ai décidé, et surtout par rapport à notre histoire, d'accompagner les gens, les familles martiniquaises, les individus, les parents, mais aussi les acteurs éducatifs, pour pouvoir leur apporter justement toute cette expérience et puis ce savoir, et puis surtout les aider à décrypter les motivations, les chemins, tout ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, parce que je dis toujours une chose, c'est que la connaissance mène à la maîtrise. D'accord, très bien. La connaissance mène à la maîtrise. On en parle dans un instant de la Oui. connaissance. Tout à l'heure, on se tourne vers nos deux invités qui courageusement ont accepté de témoigner. Et nous faisons aussi un petit coucou à notre troisième invité que nous avions, notre quatrième plutôt invité que nous avions, qui était un petit peu malade et qui viendra nous raconter aussi lors d'une autre émission son courage, sa démarche, son cheminement. Alors, je me tourne vers vous, vers toi, Monsieur Surbon. Monsieur Surbon, les épreuves dont tu parlais tout à l'heure. Ça a commencé tout petit, hein. J'étais un jeune garçon, à la campagne, très turbulent, mais ça ne justifie pas ce que j'ai vécu. Je prenais une raclée tous les soirs, et pour moi, mon père est décédé, hein. Paix à son âme, donc on s'est réconcilié évidemment avant qu'il ne parte, et je prenais une raclée tous les soirs, pour rien, mais il fallait que je prenne une raclée. À tel point que la haine est entrée dans mon cœur très tôt. J'ai connu la haine de mon père. Et puis, j'estimais que dans ma famille, il y avait beaucoup de préférences. Et là, j'ai développé une grande haine envers mon père. Et j'ai compris plus tard que ça avait des effets sur ma relation avec mon propre fils, qui est venu quelques années après. Donc, et puis après, pour pardonner, c'était compliqué. Parce que la haine était bien installée, et j'ai vécu avec cette haine, je l'ai acceptée en moi, je l'ai cultivée en moi, je l'ai nourrie en moi, je l'ai alimentée, puisque je dormais sous mon oreiller avec mon petit papier de souvenirs, je ne pardonnerai jamais à mon père. Et c'est pas facile de traverser cela. Après, il y a eu d'autres problèmes, la maladie, je faisais des crises d'épilepsie, je tombais. Alors forcément, ça ne sortait pas souvent. Mes parents, à la campagne, on m'a mis d'abord au médecin, comme une conduite normale, mais après, ça n'a pas été, je continue à tomber, et mes parents, comme les parents d'antan, m'ont emmené voir des guérisseurs. J'ai vu à peu près 3 guérisseurs, et je continue à tomber. Je dis au départ que je suis un homme de foi à 100%, et je sais pourquoi je le suis aujourd'hui. Je ne méprise pas la médecine traditionnelle, la médecine tout court. Au contraire, les gens qui viennent me voir actuellement, je leur dis continuez à prendre vos médicaments, même si moi je suis un homme de foi et que je prie pour vous et que je vous apporte des conseils d'ordre spirituel. Je ne fais jamais ça. Alors, évidemment, bon, mes parents m'ont emmené voir toutes sortes de guérisseurs en Martinique. Je tombais toujours, jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre merveilleuse avec Dieu, et j'étais totalement guéri de ça. Je ne suis plus jamais tombé de ma vie. Je ne pouvais pas sortir. J'étais malheureux, je tombais tout le temps. J'ai été guéri totalement de ça. Et je me rappelle cette anecdote. Un jour, à Fort-de-France, j'ai rencontré l'un des guérisseurs à Fort-de-France, et il était étonné de me voir là. Et je n'ai pas compris pourquoi il a pris la fuite. Il n'a pas voulu me regarder en face, il a pris la fuite parce qu'il savait qu'il avait mangé largement l'argent de mes parents. J'ai pris beaucoup de bains, comme vous savez, en Martinique. Les bains des marées. Bains des marées, bains débloqués. Et puis, je me rappelle cette anecdote que je voudrais raconter rapidement. Si vous pouvez m'arrêter, Clara dit que je parle. Non. Je t'en prie, vas-y, oui. Donc, j'ai pris un bain dans une rivière qu'on appelle la Capote. Et le monsieur avait dit à ma maman, surtout, qu'il ne regarde pas derrière après le bain. Vous dites ça à un petit garçon de 11-12 ans, de ne pas regarder derrière. Qu'est-ce qu'il fera? C'est psychologique, hein. Le monsieur savait très bien ses affaires. Je pars de la Capote et je remonte chez moi, il y a quand même peut-être 5-6 kilomètres. Je pris mon bain des marées, comme tu dis, je remonte chez moi. J'espère enfin être guéri de cela, de pouvoir sortir avec mes amis.
Je monte dans la voiture, le chauffeur commence à rouler, mais je sens que j'ai envie de regarder derrière. Je veux voir ce qu'il y a derrière. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris, j'ai regardé derrière, patata. Je n'ai pas été guéri, je n'ai pas été guéri. Et le monsieur a dit à un moment, ah, c'est parce qu'il a regardé derrière. Bien sûr. Donc c'était une tactique pour m'obliger à regarder derrière, c'était psychologique pour m'obliger à regarder derrière. Et je n'ai pas été guéri. J'ai continué ma vie de jeunesse dans la tristesse, je ne pouvais pas sortir. Et finalement, je peux dire ici que je devais mourir en fait. Et un soir, j'ai eu un songe. J'ai vu un monsieur assez grand venu me chercher. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? On part. Et je lui ai dit, non, 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 je ne pars pas, je reste avec maman. Je crois que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Et puis je suis là avec vous aujourd'hui. Je crois que je serais déjà parti. C'est ça. Alors, tu parlais tout à l'heure de cet homme qui a donné sa solution, le bain des marées, etc. Donc, on peut dire aujourd'hui, après ton expérience, que ça n'a pas fonctionné, que ce n'est pas la solution qui t'a permis aujourd'hui d'être encore Alors, là. je ne sais pas s'il y a des gens pour qui ça a fonctionné. Ça m'étonnerait. Mais je peux dire que c'était quelqu'un qui était là pour son argent. C'est ça. J'ai pris des bains, j'ai mis des parfums dans ma chambre à coucher. C'était devenu insupportable. Je pleurais, je disais à ma maman, ne mets pas ça dans ma chambre ce soir. Je n'ai pas envie de ça. Ma vie était malheureuse, mais voilà, j'ai été guéri. J'ai vu cet homme. Là, il n'a pas su me regarder en face parce qu'il savait en fait ce qu'il avait fait. Et je peux dire en quelques mots, parce que j'apporte mon point de vue d'homme de Dieu, hein, Oui. la science est là. On ne peut pas négliger les médicaments, négliger les thérapeutes, négliger les psychologues. Au contraire. Mais je crois qu'il faut prier. Il faut prier. La prière m'a beaucoup aidé, m'a aidé à traverser ces moments-là. Et mon expérience avec cet ange qui voulait partir avec moi m'a beaucoup marqué. Je n'ai jamais oublié ça. D'accord. Après, j'ai vécu d'autres choses que j'en parlerai plus tard. C'est ça, dans un instant. Merci déjà pour ces quelques mots, ce partage, ce témoignage. Je me tourne vers vous, Madame Populo. Alors, pour tenir debout, il y a plein de choses. Hein. Le fait de libérer la parole, l'aide et le soutien, comme je disais en introduction, de la famille, de l'entourage. Mais il y a aussi, comme dans le cas de Daniel Surbon, pasteur, vous l'aurez compris, Daniel Surbon ici, il y a aussi la foi. Est-ce que dans le cabinet, vous recevez les patients? Quels sont les différents systèmes de protection ou de soutien que mettent en place vos patients? Alors, la croyance. La croyance. En fait, comme je dis, il y a des croyances qui sont basées sur le mensonge. Voilà, et il y a des croyances. Donc, ce sont des croyances que j'appelle cataboliques, qui tirent vers le bas, et des croyances qui sont basées sur la vérité et qui tirent vers le haut. Et effectivement, je vois une différence entre... c'est vrai que le pasteur, du coup, Daniel, est dans cette configuration où effectivement sa croyance a joué un rôle fondamental dans sa délivrance émotionnelle, d'accord, qui est passée effectivement par le biais spirituel. Mais ce que je constate aussi, parce que j'ai des clients, je ne suis pas personnel de santé à proprement parler, je suis psychopraticienne, donc il y a des personnes qui me consultent qui sont croyantes et d'autres qui ne sont pas croyantes. Mais je dis que la foi, c'est tout ce qu'on croit. Pour moi, tout le monde est croyant. Parce que ce sont véritablement les croyances qui façonnent la façon dont on perçoit le monde. Donc, si je crois que je suis grosse et que je suis moche, je vais me tenir comme ça. Et puis, je vais légèrement en retrait pour que la caméra ne me voit pas trop. Si je crois que, quel que soit... Mais même pas que je suis belle. Si je crois que je suis belle et que j'en tire orgueil, je vais faire comme ça devant la caméra. Hein, voilà. Et si je crois que je suis digne et que je suis quelqu'un de respectable et que je me respecte, ma posture va dire ce que je crois de moi. Ce que je suis. Donc, voilà. Donc, pour répondre à la question, c'est oui, il y a une différence entre les croyants et les non-croyants, mais est-ce qu'on parle de la foi en Dieu ou est-ce qu'on parle des croyances anaboliques ou cataboliques? Voilà. Alors, anabolique, catabolique, est-ce que vous pourriez nous expliquer? Donc, je redis, alors, anabolique qui tire vers le haut, les anabolisants, les sportifs qui prennent des... Voilà.
qui se C'est ça. dopent. Voilà, ce sont des anabolisants. Et cataboliques, c'est qui nous tirent vers le bas, comme les pensées négatives, les discours négatifs, les pensées, ce critique intérieur qu'on a. Et puis tout ce qu'on nous a répété depuis qu'on est gamin, tu ne vaux rien, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, de toute façon, le jour où tu es né, c'était le pire jour de ma vie. Enfin voilà, tout ça, on grandit avec et notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes est façonnée par ce que nous entendons et par ce que nous croyons également. En fait, si je vous entends, oui. Vas-y. Non, juste une chose, si je vous entends bien, il n'y a pas de bonne manière de s'en sortir, en fait. Il y a une manière qui est propre à chacun. Absolument. C'est ça. D'accord, je voulais juste te dire que, en fait, tu as raison quand tu dis que tout le monde est croyant. Mais c'est pas seulement être croyant. Moi, je suis pas seulement croyant. J'ai toujours été croyant. Nous croyons tous en quelque chose. C'est ça. Il y a des gens qui croient que le ventre est un dieu. Il y a des gens qui croient que le soleil est un dieu. Le grand dieu Ra. Je ne suis pas seulement croyant. Je suis un homme de foi. Et ça c'est plus loin que la croyance. Je peux dire, sans faire de la théologie ici, que le diable croit en Dieu. Le diable est un très grand croyant. Il croit que Dieu existe parce qu'il le voit. Mais il n'a pas foi en Dieu. Je suis un homme de foi. Je ne suis pas seulement un croyant, je suis un homme de foi. Donc il y a une nuance. Et je crois que c'est la foi qui m'a aidé jusqu'à maintenant. Pas seulement la croyance, mais surtout la foi en Dieu. Parce que la foi suppose une obéissance. La foi suppose une démonstration, pas la croyance. On croit en quelque chose, mais forcément on n'est pas obligé d'obéir à ce en quoi on croit. Moi, je crois en Dieu, mais j'ai surtout la foi en Dieu. La foi nous pousse à l'obéissance, la foi nous pousse à une démonstration. Je dis que, par exemple, je prie pour... Nous sommes en carême, nous sommes en carême. Je dis que je prie pour que la pluie tombe. J'ai prié pour ça. Je crois que Dieu peut le faire. Mais la foi voudrait que je prenne mon parapluie quand je sors, même s'il fait chaud. Là, c'est la foi. La croyance, je crois qu'il va pleuvoir. Mais la foi me pousse à prendre mon parapluie pour sortir. Voilà. C'est la petite nuance qu'il y a. Et nous sommes tous croyants, et en Martinique surtout. Nous sommes tous croyants, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous religieux, on aime beaucoup Dieu en Martinique. Mais il y a cette étape. La pratique. Il faut aller beaucoup plus loin, C'est la ça, foi. la foi, c'est ça. Eh ben, écoutez, merci. On se tourne tout de suite, on en a parlé tout à l'heure, chers Zitata. Ce soir, nous parlons face aux épreuves de la vie. On encaisse, mais jusqu'à quand? Alors, les épreuves de la vie, on l'a dit, hein, deuil, violence, maladie, mais aussi séparation. Et je me tourne vers vous tout de suite, Sophie, pour vous poser la question suivante, hein, toute simple. Qu'est-ce qui rend cette séparation si singulière et si particulière que vous la décrivez comme une vraie épreuve de vie? Alors moi, ça m'a rappelé mon passé. Mon passé où j'ai été harcelée pendant toute ma scolarité à cause de mes différences physiques. Puisque comme je vous l'ai dit, je viens de l'Hexagone et je suis quand même assez typée. Et dans la région dans laquelle j'étais, clairement, j'étais différente. Et pendant tout mon collège, ça a été un enfer pour moi. Donc je ne me suis jamais sentie à ma place. Je me cachais à la récréation, on me crachait dessus, on me harcelait. Et ça, je l'ai caché à mes parents jusqu'à mes 25 ans. Je l'ai jamais dit. Jamais, jamais. Et donc cette relation de couple m'a complètement ramenée à ça puisque je me suis sentie totalement dévalorisée et ça m'a renvoyée à ce passé, en fait, qui était si douloureux que j'essayais de cacher par rapport à une armure que je m'étais bâtie au fur et à mesure, et qui est ressortie justement dans cette séparation puisque la sensation d'être pas assez bien, de pas valoir la peine, de pas, voilà, de pas être assez bien, tout simplement. D'accord, donc en fait, le traitement que vous a réservé cette personne Oui, vous a ramené au trauma d'enfance qui n'était pas qui guéri. n'était déjà pas guéri. Voilà. Alors, je me tourne vers vous, Madame Populo. Quand on entend ça, la question qui vient, c'est quand on a l'impression qu'on va mieux, donc on se jette, et vous me direz si j'ai tort, Sophie, on se jette dans le travail, on essaye de combler ce vide-là. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Alors, par rapport à ce que Sophie vient de décrire, et aussi je vais revenir sur ce que le pasteur Daniel a dit, c'est que euh, elle a agi par rapport à ce qu'elle croyait. Elle a réagi par rapport à une mémoire émotionnelle qu'elle avait qui est du harcèlement, d'accord? Mais le truc, la question que je pose, c'est
qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est mise avec quelqu'un de toxique et voilà, qui l'a dévalorisée, qui a fait qu'elle est restée aussi longtemps alors qu'elle avait vécu ça auparavant. Oui. C'est-à-dire que ça l'a ramenée à son passé, mais en même temps, elle s'est sentie, peut-être, si je me trompe pas, Sophie, enfermée dans une histoire comme un hamster qui est dans sa roue. Et en gros, c'est inéluctable, en fait. Ma vie, c'est ça. La Voilà. sensation de ne pas mériter mieux Voilà. et de se dire, ben, je vais sauver cette personne-là, je vais lui apporter quelque chose, comme ça, moi, en retour, on m'aimera pour ce que j'apporte. Mm. Alors que là, aujourd'hui, moi, j'ai compris qu'on doit m'aimer pour qui je suis et pas pour ce que j'apporte. D'accord. Et Mm. d'abord, c'est s'aimer pour ce qu'on est. Mm. Et c'est savoir ce qu'on est. Et c'est croire qu'on est mieux que ce qu'on nous dit qu'on est. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais on sait. Mais c'est très simple en vrai. Et là, je reviens sur ce que Daniel a dit, dans le sens où vous avez dit la foi Mm. est plus, et va au-delà de la croyance. Mm. Je ne suis pas d'accord. Mhm. Parce que la foi, pour moi, c'est tout ce qu'on croit. Mhm. La foi en Dieu, Mhm. c'est une chose. Oui. D'accord? Et c'est vrai qu'on utilise ce terme foi uniquement dans notre culture pour tout ce qui a trait au divin. Mais je suis persuadée que, et je sais, et je suis moi-même, je crois en Dieu, mais quand j'ai foi en Dieu, je dis je sais, Mhm. je ne crois pas. Et c'est pour moi là qu'est la croyance fondamentale divine en la puissance, c'est que je sais. Je sais parce que c'est basé sur la vérité, une vérité qui m'est propre, que je ressens dans mon être, dans ma chair, etc. Donc je sais, donc je vais agir en conséquence de cause. Donc je sais, donc je fais. Mhm. Donc ce que vous disiez tout à l'heure, donc en disant que la foi pousse à l'action. Mais quand je crois, je sais aussi. Mais il y a une sorte de... La nuance, elle est différente. Quand je sais, je suis sûre et je me sens légitime. Quand je crois, je teste et souvent je me fais balader quand mes croyances sont mensongères. D'accord, ok. Voilà. D'accord, je voulais simplement voilà. dire, juste une petite parenthèse, le débat ne doit pas se tourner autour de la foi. Voilà, alors, tout à fait, mais c'est la mais croyance. je voulais terminer. juste préciser, Voilà. préciser Tout à fait. ceci, que la Bible, c'est pas moi qui le dis, hein, je n'ai pris qu'une définition biblique. La Bible dit que la foi est une démonstration des choses qu'on espère Voilà. et une assurance. C'est-à-dire que dans la foi, il y a démonstration et il y a assurance. Donc je veux simplement dire ça. À mon avis- Mais le débat n'est pas sur la Alors, foi. clairement, mais je tenais quand même à dire ceci, c'est que vous dites, à mon sens, la même La même chose. chose, C'est juste une question de terminologie. Exactement. Différent. Donc, comme tu disais, Daniel, le débat ne se situe pas sur la foi. Éventuellement, on fera Ouais. une émission sur la Par foi. contre, je voudrais réagir à ce qu'elle Sur ce disait que 2 dit. secondes. Alors, oui, vas-y tout de suite, parce que j'ai une autre question Elle qui a me parlé vient. de oui. séparation et je crois qu'elle a dit elle est sortie d'un milieu et comme si elle a retrouvé ce milieu-là Oui. dans sa nouvelle relation. Et souvent, j'ai rencontré des gens cœur d'âme qui ont eu des parents d'une certaine manière, violents, etc. Et qui, chaque relation qu'elles ont eue après, c'était avec des hommes violents, c'était avec des hommes comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Est-ce que c'est une chaîne qui devrait être brisée dans leur vie? C'est Est-ce ça. qu'il y a un lien héréditaire? Pourquoi ces gens-là, je ne sais pas si elle pourra nous répondre, pourquoi ces gens-là, comme par hasard, sont attirés vers des personnes qui ressemblent au papa ou à la maman? Alors moi, aujourd'hui, j'ai conscience de ce que vous dites et j'ai conscience de mon problème. Mais aujourd'hui encore, je vais vers des personnes à problème parce que je me dis que je ne suis pas assez bien pour les personnes bien. Je ne vais rien leur apporter. Et je vais aller vers des personnes à problème pour justement essayer de les sauver, les aider et encore apporter quelque chose à ces personnes-là pour qu'ils m'aiment. Alors que, ben non, c'est pas bon. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un pattern que vous rencontrez souvent, ce qu'a décrit Daniel Surbon et qu'a confirmé Sophie? Oui. Absolument, parce qu'en fait, il faut savoir que le cerveau fonctionne par association d'idées. Ça, c'est une première chose. Et je ne peux faire que ce que j'ai appris à faire. Si je n'ai pas appris dans mes années de construction à m'aimer, à nourrir de l'estime de moi, et que je n'ai pas appris quelle est ma valeur, eh bien, à ce moment-là, je ne pourrai pas, dans ma vie, le faire spontanément. Même si je regarde des films, des choses, même si je sais intellectuellement, mais émotionnellement, je vis toujours par rapport à ma mémoire émotionnelle qui n'a pas été guérie.
Et ça, effectivement, je rencontre beaucoup de personnes, et c'est ce genre de personnes aussi que j'accompagne, justement pour trouver sa propre solution. Et cet endroit-là, où je suis des fois, alors, je travaille avec des personnes qui ont foi en Dieu, et d'autres qui croient en autre chose. Et j'avoue que celle pour qui ça va, c'est plus radical, en fait, c'est un changement de perspective. Ce sont celles qui ont déjà un système de croyance basé sur le divin qui fonctionne. En fait, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte que leur bien-être ne passe pas nécessairement par elles-mêmes. Elles font confiance à une force à l'extérieur d'elles-mêmes qui elles l'acceptent, qui acceptent, en fait, elles acceptent ce processus de transformation qui vient de l'extérieur et non pas d'elles-mêmes. Avec les personnes qui croient véritablement en elles et qui n'ont pas cette appréhension d'une force supérieure, toute puissante, voilà, mais quelles que soient les croyances, que ce soit des chrétiens, que ce soit des bouddhistes, enfin voilà, eh bien, ça fonctionne, mais le chemin est différent. Le chemin est différent, mais c'est possible. Et en fait, il s'agit de déconstruire et de faire la différence entre ce que j'appelle ce qu'on sait émotionnellement, ce qu'on croit émotionnellement, et ce que l'on croit et ce que l'on sait intellectuellement. Voilà. Et parce que souvent, ce sont deux croyances, c'est raison et sentiment. C'est un bouquin et qui a été mis en film, etc. C'est qu'il y a une véritable... Tu sais qu'il ne faut pas que tu manges la glace, mais tu as envie de manger la glace. Et toute notre vie se passe comme ça. Vous parlez d'orgueil et préjugés? Oui, orgueil et préjugés, oui. C'est ça. Alors, je veux me tourner, merci pour l'éclaircissement, Madame Populo. Je me tourne vers vous toujours, Sophie. La question suivante concernait vos émotions. Comment vous les gérez donc? Solitude, colère, tristesse au quotidien. Après que cette personne vous ait quitté, après ces 5 longues années, hein, on disait tout à l'heure qu'elle était toxique, cette personne, dans cette relation. Est-ce que vous gérez aujourd'hui le lendemain de cette rupture? Alors aujourd'hui, oui, j'ai pris des belles décisions. J'ai changé de carrière professionnelle, je suis arrivée en Martinique, du coup j'ai déménagé, j'ai totalement changé de vie. À la base, je pense arriver pour 1 mois. Ça fait plus de 4 ans que je suis là, maintenant. Donc, Votre solution à vous, c'est le soleil et c'est la Martinique? ouais, voilà, totalement. Et le Le travail? travail et l'art aussi, à travers les tatouages, qui m'ont aidé à ma guérison, justement, qui m'ont permis de construire mon bouclier. Et l'art, je fais de la poterie, je fais de la peinture. Ça me permet d'extérioriser un peu toute cette haine que j'ai pu avoir, que je n'ai plus aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je pense être sur la voie de la guérison. Alors, quels sont les signes qui vous font voir que vous êtes sur la voie de la guérison? Est-ce que c'est parce que vous vous occupez? Est-ce que s'occuper n'est pas un moyen justement de ne pas faire face? Alors, il y a 2 choses. Effectivement, s'occuper, être dans la passion d'activité aussi, de trouver des activités passionnantes qu'on peut faire sans forcément réfléchir, qui vident l'esprit. Et je peux aussi vous dire que j'ai avancé puisque cette personne-là, je l'ai recroisée et je lui ai pardonné, en fait. Aujourd'hui, je lui ai pardonné, ça me fait plus rien. Et aujourd'hui, je peux le remercier puisqu'aujourd'hui, je vis en Martinique. Et c'est juste simplement un rêve qui s'est réalisé aussi pour moi, de vivre enfin en Martinique. Donc, D'accord. Non, mais je voulais réagir sur ce qu'elle disait, et parce que là, je suis à visage découvert, il n'y a pas de problème. Je suis un personnage public, donc je suis sur YouTube, Facebook, etc. Je suis youtubeur. Oui, Donc, j'ai connu le divorce aussi, oui. j'ai connu la séparation aussi, et ça a été encore très délicat parce que j'étais déjà engagé dans la foi. Et en Martinique, vous connaissez déjà le dicton, le pasteur qui divorce, c'est le scandale du siècle. Absolument. Bon, j'ai mes enfants qui souffraient de tout cela. Je voyais la souffrance, je souffrais moi-même. On est arrivé à un point de non-retour. Non-retour. Je me suis séparé. Et se séparer, c'est une chose. Qu'on arrive parfois dans la douleur, mais après, il faut passer à autre chose. Il faut passer. On n'a pas su vivre bien en tant que couple, mais il faut qu'on arrive à vivre bien en tant qu'individu, simplement. Et il y a la phase, comme elle a dit, la phase pardon. Mhm. Il faut qu'on arrive à se pardonner. Est-ce Sinon, que c'est facile, Pasteur Daniel? honnêtement, Oui. très compliqué. Il faut du temps. Déjà, il faut beaucoup de temps. Mm. Comme disait Sophie, je crois. Il faut beaucoup de temps. Et je crois qu'il faut un pardon réel, profond et authentique. On ne va pas demander pardon et puis on demande pardon, mais
Il n'y a pas de mais. Moi, quand je suis allé faire la démarche de pardon, c'est un pardon très spectaculaire parce qu'il y a des choses qui sont sorties automatiquement Ah oui. et j'ai dû dire les choses, pas chercher d'excuses, demander pardon. Il n'y a pas question que tu as tort ou j'ai raison. Non, non, on demande pardon et on part sur une nouvelle base. Mhm. C'est très compliqué. Je n'ai pas su le faire sans l'aide de Dieu. Alors, je ne sais pas comment Sophie a pu se débrouiller, mais moi, il m'a fallu l'aide de Dieu pour le faire parce que c'était très compliqué. Et plus on attend, plus on laisse passer le temps, contrairement à ce qu'on dit, j'entends souvent, il faut laisser faire le temps. Mais je crois que le temps finit par consolider certaines choses qui sont mauvaises en nous. Ça, c'est mon point de vue. Mhm. Mais je crois on n'a pas su vivre bien comme couple, mais essayons de vivre bien comme humains simplement. C'est ça. Et c'est très C'est compliqué. compliqué. On l'a dit, devant ces chocs et ces épreuves de vie, et ces chocs nous brisent parfois, on ne s'en relève pas facilement. Est-ce que aujourd'hui, la question est pour vous deux, est-ce que vous pouvez dire, vous pouvez attester que vous reconstruisez quelque chose aujourd'hui ou est-ce que c'est trop tôt? Sophie parlait. Sophie? Merci. Alors pour moi, c'est difficile puisque je suis encore dans un schéma toxique où j'ai repris confiance en moi, j'ai mes activités, j'ai mes passions et je suis dévouée à mes passions à 100%. Mais j'ai tendance encore à avoir cette petite fille brisée au fond de moi qui n'est pas guérie et qui va encore vers de la toxicité. Donc je pense d'ailleurs peut-être avoir besoin de vous. À un moment donné. Avec plaisir, Sophie. Alors, ouais. Madame Populo, vous Oui. voulez réagir à ce que vient de dire Oui, Sophie? absolument. Alors déjà, avant qu'on se voie, toutes les deux, il faudra... Effectivement, c'est totalement ça. Souvent, on cherche des comment on dit ça? Des exutoires. Mhm. Des exutoires qui sont aussi constructifs parce qu'ils rassurent sur notre capacité à créer et à produire de la vie. Mhm. Ok, Sophie? Et ce qui est formidable, parce qu'il y a quelque chose dans une séparation tellement douloureuse qui est mort en nous. Mais c'est pas la séparation, c'est pas ce qu'elle a vécu qui a tué quelque chose en elle. C'est ce qu'elle a, à cette époque-là, c'est ce qu'elle a vécu En amont, avant c'est ça. et qu'elle a tué. Mhm. Donc, effectivement, c'est un processus de reconstruction qui part de beaucoup plus loin. Donc, elle sait qu'elle est capable maintenant de donner vie, de créer de la joie à travers à elle-même, à travers ses créations, à travers ce qu'elle fait. Et elle peut ainsi recevoir les félicitations ou les récompenses ou même les sous si jamais elle vend ses productions aux autres. Mais ça reste au niveau de l'intellect, de la raison. Je sais, ok? Mais émotionnellement, elle se retrouve dans un schéma qui est très paradoxal. Elle peut constater tous les jours que ce qu'elle fait, c'est bien. Mais ce vers quoi elle va dans son cœur est destructeur. Donc d'un côté, elle crée, de l'autre côté, elle continue à se détruire. Elle est attirée vers des schémas destructeurs. Et c'est vraiment cela, la cause, la racine du problème qu'il faut régler, en l'occurrence. Et oui, et je reviens sur le pardon, il faut d'abord, la clé, c'est le pardon, pas à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. Rencontrer la petite fille, l'enfant intérieur, et dire, tu ne pouvais pas savoir. Mais pourquoi tu n'as pas, parce qu'il y a un discours intérieur, pourquoi tu ne l'as pas dit? Qu'est-ce qui t'a empêché? Ce n'est pas une question de raisonner, tu ne l'as pas fait. Et c'est aussi être apaisé vis-à-vis de soi-même pour ne pas avoir été en mesure de le faire. Il faut se pardonner. Il faut que la grande Oui. Sophie aille à la rencontre de la petite Sophie. Il a tiré vers le haut. Et lui dire, ce n'est pas de ta faute. C'est pas grave, hein, parce que c'est quand même grave, hein, on va pas quand même, hein, Ah ouais. voilà. Mais tu n'avais pas les moyens à ce moment-là de faire autrement, parce que, encore une fois, on a une perception de soi, on a une perception du monde, et on ne sait pas quelle était sa configuration familiale. Est-ce qu'elle ne voulait pas embêter ses parents avec ça? Est-ce qu'il n'avait pas assez de choses à faire pour encore leur causer des problèmes? Parce que souvent, ça se transforme en culpabilité, Sophie. C'est ça. Et Ah j'avais bah parlé aussi de ma famille. Voilà, c'est ça. Donc il y a des schémas, en fait, qu'on voit qui se répètent, mais même si les schémas se ressemblent, les solutions sont individuelles. Absolument. Vous disiez concernant votre famille? J'allais justement parler alors une famille très aimante, hein. Moi, je suis l'aînée et petite sœur de 2 ans de moins que moi, excellente, donc toujours en comparaison, toujours valorisée, qui aujourd'hui est médecin.
Moi, j'ai eu des échecs scolaires, donc le vilain petit canard. Ah, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Ah, toujours comme ça. Donc la petite fille harcelée aussi à l'école, tout le temps, tout le temps. Et puis j'ai entendu depuis mes 4 ans, cette petite fille, ah, elle est différente. Ah, elle a les cheveux un peu bouclés. Et puis ma maman qui disait aux gens, ah bah oui, quand elle était dans mon ventre, j'imaginais pas ça du tout. J'imaginais les cheveux lisses au carré noir, avec une frange. Et j'ai entendu ça pendant toute mon enfance, alors c'est rigolo, avec du recul. Mais pour une petite fille, intégrer ça, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur pour les parents, on n'est pas à la hauteur scolairement, on est à côté d'une sœur qui est excellente, qui a un métier rêvé. Et en fait, pour se construire pendant toutes ces années, c'est très compliqué. C'est, y a- je me suis construit quelque chose qui est complètement bancal aujourd'hui, j'en ai conscience. C'est ça. Donc, il est vraiment trop tôt pour vous encore pour parler de reconstruction. Moi, je pense. C'est ça, mais Voilà. vous aurez l'occasion d'échanger plus profondément, j'espère, Avec plaisir. sur le sujet avec Aline Populo. La même question est tournée vers toi, Pasteur Je suis Pasteur passé à Daniel. autre chose Oui. il y a bien des années, donc j'ai refait ma vie, je me suis remarié déjà. Mhm. J'avais posé certains critères pour la nouvelle Madame Surbon. Et je n'ai vraiment pas eu ça. Parce que j'étais en mauvais état. Oui. Alors, je m'excuse pour Sophie. Alors, déjà, d'emblée, j'avais dit à Dieu que, Seigneur, je vais refaire ma vie parce que de là où je suis, il me faut une femme psychologue. Parce que ma tête était vraiment en mauvais état. Oui. Mauvais état pas au niveau physique, intérieur. Mentalement, bien sûr. Mentalement. Mhm. Après, j'avais 3 critères. J'ai dit, Seigneur, il me faut un psychologue, il me faut une personne beaucoup plus âgée que moi. Parce que pour moi, il est hors de question que j'épouse une femme de mon âge. Parce que pour moi, l'âge, c'était le symbole de sagesse. Il me fallait quelqu'un qui puisse m'aider parce que j'étais en mauvais état. Et c'est là que c'est pour ça que je me suis inscrit auprès de Sophie maintenant. Il m'a fallu une femme blanche, métropolitaine. Parce que, excusez-moi, Mais j'ai je toujours t'en pensé prie, que... Pasteur. J'ai Il y a toujours pas de pensé... mal. Oui, non. Une femme est une femme, quelle que soit d'où elle vient. Non, mais C'est une femme. j'étais en mauvais état, je l'ai dit. Hein. Absolument. Je pensais que les métropolitaines étaient beaucoup plus câlins. J'avais besoin de câlins, d'affection, j'avais besoin d'être caressé, d'être chouchouté. Je voulais ça, trouver ça parmi ces critères-là. Et Dieu t'a montré, Pasteur Daniel, que nous, femmes antillaises, nous sommes aussi câlines. Exactement. Parce que j'ai eu totalement le contraire de ce que je demande. Quand je dis le contraire, c'est vraiment le contraire. Et je suis comblé. Je suis un homme heureux. Je suis passé à autre chose. Mais quand même, il faut dire qu'on passe à autre chose, on cherche notre guérison, mais les dégâts collatéraux, il faut tenter de les réparer. Parce qu'il y a des enfants derrière tout cela, il y a des enfants qui sont perdus. Et je dis toujours que nous, parents, on n'a pas le droit de faire certaines choses à nos enfants. Et il y a des dégâts collatéraux au niveau de la famille, au niveau des enfants qu'il faut réparer. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas fini. C'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Ça prend beaucoup de temps, en fait. Ma guérison, elle est réelle, elle est authentique, mais il y a des dégâts collatéraux que je m'efforce de réparer. Ce n'est pas toujours évident parce que tout ne dépend pas de nous, en fait. Il y a un travail aussi que certaines personnes doivent faire aussi sur elles-mêmes. Voilà. Alors, on est dans une société martiniquaise, on ne la refait pas, mais ce sont des faits. On a du mal à parler chez nous et à exprimer nos douleurs. Oui. Face à ce mutisme-là, puisque je parlais tout à l'heure de courage silencieux et de force de résilience qu'on trouve en soi, est-ce que aussi ce côté-là où on a Pasteur Daniel et vous, Sophie, qui arrivez vous êtes ici depuis 4 ans en Martinique, vous avez dû le voir, est-ce que c'est pas aussi une barrière quand on fait face à des épreuves de la vie, un divorce, une séparation, un deuil ou autre chose? Est-ce que cette difficulté-là que nous avons n'est pas aussi un frein? Est-ce qu'il ne faudrait pas libérer un peu plus la parole chez nous? Alors, donc je comprends que c'est à moi que cette question est... c'est à moi de répondre à cette question, en l'occurrence. Alors, oui, évidemment, on vit dans une société où... déjà, la société globale est hyper genrée. Il y a des tâches, des rôles qui sont assignés à l'homme et à la femme. Et cette société a été pensée, designée par des hommes. D'accord? Et pour, effectivement, un système qui est ce qu'il est. Donc, il faut savoir que
l'homme est le récipiendaire, on va dire, de la force. La virilité est liée à plein de choses, notamment au matériel, à une posture, à une forme de masculinité très, 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 très forte et très, très ancrée, une forme de dureté. Et la femme, l'image de la femme est liée aux émotions, au débordement affectif, à une forme de mollesse, une forme de faiblesse en fait. Alors que les émotions, c'est une force. Si c'est là en nous, là, naturellement, c'est que ça sert à quelque chose. Et au-delà de libérer la parole, c'est de libérer les émotions. Je vais beaucoup plus profondément parce que quand on regarde le parcours du pasteur Daniel par rapport au pardon, ce qui, si je me trompe, vous me dites, pasteur, ce qui le retenait, c'était la colère. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une émotion de base qui, effectivement, qui était différente de l'émotion de base de Sophie, c'était la culpabilité, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, qui produit les mêmes effets, mais la racine est différente. Et la colère produit de la rigidité. Le pasteur Daniel connaît la Bible, ne te couche pas sur ta colère. Oui, Ne laisse je pas l'ai. le soleil te coucher sur ta colère. Oui. Parce que, et Dieu, le Dieu que Daniel sert, est un fin psychologue. C'est lui-même qui a créé les hommes. Donc il sait très bien ce que ça produit. Donc quand on se couche sur ces émotions cataboliques qui nous tirent vers le bas, ça produit beaucoup de choses en nous. Et la colère produit, entre autres choses, une forme de rigidité et de dureté, une forme de perfectionnisme dont on peut être affublé, atteint et qui peut aller jusqu'à l'intolérance. Donc oui, c'est vrai qu'on doit ouvrir, on doit libérer la parole, mais on doit la libérer à un niveau qui nous permet de nous comprendre les uns des autres, les uns les autres. Et ce niveau-là, ce sont les émotions. Parce que ce que tu ressens n'a pas à être remis en question par l'autre. Parce que ce que tu ressens, c'est vrai. Ce que tu ressens, c'est vrai. Et même s'il m'arrive la même chose et que je ressens quelque chose de différent, ça n'en est pas moins vrai. Ce que je ressens est vrai. Ce que je vis est vrai. Et ce n'est pas parce que l'autre le vit d'une façon différente que ça amoindrit ce que je vis moi. Et oui, et c'est là que la tolérance commence, c'est là que le vivre ensemble commence, et c'est là que l'écoute commence, à travers un langage basé sur les émotions et la communication non Et la violente. communication. En parlant de communication, justement, vous parliez tout à l'heure, Sophie, de votre entourage, votre famille. Comment est-ce que votre entourage a été une aide pour vous devant cette, j'imagine, vu ce que vous décriviez, entre la relation très bonne, très saine entre vous et vos sœurs aujourd'hui, Oui. est-ce que vous leur avez partagé la souffrance, ce que vous avez vécu, et comment est-ce qu'elles vous ont aidé? Et la question est la même pour toi aussi, Daniel. En fait, on souhaiterait savoir comment est-ce que votre environnement a été important, à quel niveau? Au moment de la séparation, du coup. Alors oui, j'ai été très bien encadrée, enfin vraiment soutenue, que ce soit par mes meilleures amies, par rapport à mes sœurs. Elles ont été là pour moi. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée seule face à moi-même, puisque dans cette relation, j'avais énormément de contraintes, étant donné que c'était un sportif de haut niveau, où je devais déménager tous les 9 mois, changer de région, remettre mon boulot en cause tous les 9 mois. En fait, j'ai laissé énormément de choses derrière moi pour cette relation. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et quand on a stoppé cette relation, j'ai eu l'impression de sortir de prison, c'est-à-dire de me retrouver complètement perdue dans la vraie vie, d'être en dehors en fait de ce sport de haut niveau. Et là, j'ai eu vraiment un gros soutien de ma famille, j'ai eu un gros soutien de mes amis, et ça m'a valu quand même peut-être 1 an pour me relever, et après prendre les décisions de partir et de changer de vie. Ah oui, une Voilà. année quand même. Oui, D'accord. et 3 ans pour pardonner, réellement et sincèrement, profondément. Non, mais elle a été rapide, elle le dit, mais elle a été rapide. 3 ans pour pardonner, c'est rapide. Parce que moi qui suis pasteur, ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc, pour dire que quand je suis passé par là, il faut parler, il faut qu'on puisse avoir une oreille pour nous écouter, il faut qu'on puisse nous comprendre et ne pas minimiser notre souffrance, comme tu disais, parce qu'on peut parler à la mauvaise oreille et puis ne pas être compris, être jugé en retour. Donc, mais de nos jours, il y a beaucoup d'outils. Il y a Internet, on peut trouver des réponses. Il y a ChatGPT, on peut poser des questions. ChatGPT peut t'aider, mais fais Oui, attention à ce que tu lui demandes. Hein. Oui, voilà, il faut bien formuler la demande. Mais à mon époque, il n'y avait pas autant d'outils. On parlait à tonton, à un ami, et les réponses qu'on avait, ce n'était pas du tout des réponses psychologiques.
Oui, des elles réponses sont généralement travaillées. assez laconiques. Oui, oui. Petit bonhomme sorti là. Sorti là. Oui. Et puis je ne vous dis C'est pas ça le la reste. vie. Hein. Mhm. Celle-là aussi est pas Il faut mal. faire face. Et puis minimiser notre souffrance, notre peine, et puis nous traiter de toutes sortes de mots pour les hommes qui nous cassent encore plus. On n'avait personne à qui parler. Je savais qu'il fallait parler. Maintenant, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je sais qu'il faut que j'apprenne à écouter, à être dans la miséricorde, comprendre l'autre. Mais lorsque ces choses-là me sont arrivées, lorsque je suis passé par ces moments difficiles, je me suis retrouvé seul. Et si je suis encore debout, c'est grâce à Dieu. Parce que dans mon secteur, il n'y avait pas de psychologue, on n'en parlait pas à mon époque. Il fallait se démerder, se débrouiller. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Maintenant, vous êtes là. Il y a des mots qu'on peut mettre sur les mots, mais de nos jours, à mon époque, il n'y avait pas ça. Donc, c'est pas qu'il n'y avait pas ça, ça existait, mais ce n'était pas accessible. C'est ça. Alors, Madame Populo, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs qui voudraient justement aider des amis ou des membres de la famille qui passent par des épreuves de vie? Quels sont les mots qu'on pourrait, sans être comme vous, psychopraticienne, pardon, qu'est-ce qu'on peut... C'est pas toujours évident, on n'a pas fait, toujours les mots. Vous savez, c'est très compliqué parce que chaque personne porte son lot. Et chaque personne réagit par rapport à son propre lot. Donc, l'empathie va toujours être teintée d'expériences personnelles et de conseils qui sont bien, qui vont être donnés dans une bonne intention, mais qui vont vraiment mal tomber, en fait. Et c'est ça le problème. Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé, parce que très souvent, les gens vont vous dire tout et n'importe quoi, vont vouloir vous aider, mais pas trouver les mots. Et surtout dans notre culture, moi, ce que j'ai trouvé la solution, en fait, je vais parler de ce que je fais. J'ai mis en place des formations où chacun peut aller explorer à son rythme ses émotions. Alors là, j'ai mis en place des formations audio pour les mères de famille et puis pour les hommes, pour qu'ils aillent explorer leur monde émotionnel, mais à travers leur réalité de tous les jours, qu'ils apprennent à décrypter ce qui se passe dans leur vie au niveau émotionnel, dans leur vie de tous les jours. Donc pour les mamans débordées, pour les hommes qui sont des pères, mais qui ne savent pas comment exprimer leurs émotions, comment faire, et qui se trouvent face à un mur parce qu'on n'a pas appris comment faire, et on n'a pas appris à se parler. Donc avant de recevoir des conseils des gens, je pense qu'il faut d'abord regarder à l'intérieur de soi, mais apprendre à lire ce qui se passe en soi. Très bien. On va passer tout de suite à la tribune digitale. C'est parti. Alors, si vous ne le savez pas, la tribune digitale, c'est la question d'un téléspectateur. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il s'agissait d'une téléspectatrice qui partageait le choc. Elle a reçu un diagnostic que personne n'a envie d'entendre de son médecin, d'une maladie très, très grave. Et elle demande ce qu'elle doit faire face à cette épreuve. On va commencer par vous, Aline Populo. Alors, déjà, il faut encaisser. Hein. C'est comme si on nous donne un gros morceau de pain à avaler sans mâcher. Sauf qu'on préférerait, franchement, avoir le gros morceau de pain à avaler sans mâcher plutôt que cette nouvelle. Donc, il y a le choc. Déjà, le cerveau fait un blackout. Il ne réalise pas ce qui est en train de se passer. C'est comme si, vous voyez, les films au ralenti, là. Ou bien, on peut avoir des acouphènes aussi. Et être totalement coupé de la réalité. Mais donc ça, c'est la phase de choc. Et puis ensuite, réaliser que toute ma vie va changer. Et le problème, c'est que quand on réalise que toute ma vie va changer, on ne se pose pas nécessairement les bonnes questions parce qu'on veut continuer à faire ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire. Donc ça demande de revoir un certain nombre de choses. Donc on essaie de le faire consciemment, on essaie de le faire intellectuellement, mais émotionnellement, on est banc du fond. Donc effectivement, ensuite il y a la colère. La colère, on se rebelle. Pourquoi moi? Voilà. Et ensuite, après la colère, vient la tristesse. Et la tristesse peut se muer en désespoir. Et la colère peut rester très longtemps. On peut se rebeller et la colère peut justement empêcher la prise en œuvre, la prise en charge aussi de la maladie. D'accord. Donc la prise en charge de la maladie. Donc voilà, ce sont les phases. En fait, c'est les mêmes phases que le deuil. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Le deuil d'une vie, le deuil d'une façon de faire, le deuil d'habitude. Le deuil de bonne santé. Et le deuil d'une identité. C'est ça.
Alors, avez-vous déjà pensé tous les deux à partager, vous avez fait déjà le geste de venir jusqu'à nous sur ce plateau, à écrire votre histoire? Moi, La j'y ai pensé, partager, on m'a demandé de éventuellement, le ça peut faire. être une manière de... Oui? On m'a demandé de le faire, Mhm. il faut avoir déjà avoir du temps pour cela. Il faut être convaincu. Il faut aussi s'asseoir un instant. Et ce n'est pas encore le cas, je n'ai pas encore le temps pour cela. Mais pour revenir à ce qu'elle disait, quand on apprend une telle nouvelle, d'une Pour maladie, répondre aux téléspectateurs. pardon? Pour répondre aux Oui, téléspectateurs de voilà. la Tribune Digitale, oui. Voilà. Et il y a des choses à ne pas faire, justement. Mhm. Parce que j'ai des amis qui ont appris, c'était une mauvaise nouvelle, et j'ai constaté que certains ont arrêté de vivre. Complètement arrêté de vivre, ils se sont enfermés, ne parlaient plus. Des personnes qui étaient très propres sur leur personne, physiquement, ou bien ont arrêté de nettoyer leur maison, par exemple, ont arrêté de faire certaines choses. Et ça dégrade encore plus la personne. Moi, quand j'ai eu mes mauvaises nouvelles à moi, mon fils, j'ai perdu mon fils. Hein. Mon fils s'est noyé il y a 3 ans de cela. Encore une autre épreuve de Une vie grosse pour vous. épreuve. Mhm. Il faut accepter, Ah oui. il faut gérer. C'est compliqué, mais il y a plusieurs phases de notre deuil, comme elle disait. Il y a une phase de déni, il y a une phase de culpabilité, on se culpabilise, mais après, il faut reprendre le dessus. Ma méthode à moi, et celle des chrétiens, je suppose, c'est de prier, et de prier sans cesse. Et c'est ça qui permet que je sois là aujourd'hui. Très bien. Mais s'il faut dire quelque chose à quelqu'un, c'est de prier. Et de Merci. consulter aussi, évidemment. Mhm. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Très courtement, il nous reste très très peu de temps. Pour terminer, conclure, Sophie, dites-nous, comment envisagez-vous l'avenir aujourd'hui? Eh bien, essayer d'être le plus juste possible, m'entourer des personnes qui me font du bien, qui sont là pour moi, qui m'apportent des choses positives. C'est vraiment ma ligne de conduite. Merci. Merci à vous d'avoir partagé votre vie avec nous, vos épreuves de vie. Vous, Daniel, toi, comment tu appréhendes cet avenir? Je suis tout le temps joyeux. Oui. Je ris tout le temps. Je confirme. Madame Populo, si vous aviez un dernier message à transmettre à nos Itata, allez-y. Alors, c'est quelle caméra? C'est celle-là? C'est celle-là? Je ne Celle-là. sais pas, c'est C'est celle-là. celle-là. Ne lâchez rien, ne perdez pas espoir et croyez en vous. Rien n'est jamais perdu. Très bien. Écoutez, sur cette bonne conclusion, nous vous remercions tous les trois d'être là, d'avoir été là ce soir. Nous espérons que si vous traversez des épreuves de vie en cet instant, que vous avez trouvé vos solutions dans ce qu'ont partagé nos invités ce soir. Nous vous souhaitons une bonne soirée et je le dis tout le temps et je le répète encore ce soir, prenez soin de vous, c'est très important, et de ceux que vous aimez. À bientôt.